Donc on est aujourd'hui le 1er avril Oui. 2022 et donc je vous rencontre dans le cadre de l'inventaire du patrimoine Oui. sur le plateau du Roumois. Et pour commencer, juste vous présenter. Est-ce que vous êtes originaire du Roumois? Oui, je suis né à Routot. À Routot, dans le centre-bourg ou dans une ferme? À la sortie du pays à gauche, Donc à la sortie direction Bourneville? direction Auville. À direction Mais Auville. j'étais juste au bout du bourg. D'accord. Mais la maison, depuis, elle a été vendue. C'est une grande maison qui est au milieu d'une cour. Mais c'était à mes parents, mais mes frères les ont vendus. Donc vos parents habitaient Routot. Oui, je travaillais chez mon père à Routot. Et vos parents avaient une ferme? Ils avaient pas mal d'herbage, oui, ils mettaient pas mal de bêtes à l'herbe. On était marchands de bestiaux, puis emboucheurs. Emboucheur. Ça veut dire quoi ça, emboucheur? Vous achetez des bêtes maigres, puis vous les revendez grasses. D'accord. C'est un terme spécifique pour l'engraissement des bestiaux. Oui, Ça se dit emboucheur. oui, ou herbager. D'accord. Donc vous, herbager, c'est la profession que vous avez Mais exercée. j'ai toujours fait. Mon père la faisait, mon grand-père aussi. D'ailleurs, c'est mon grand-père qui avait acheté la ferme ici. Votre grand-père, c'était quel prénom? Auguste. Auguste Chéron. Il habitait en face de le monument en Routot. Mais enfin, il était là, mais avant, moi je l'ai toujours connu là. Donc c'est lui qui a commencé cette activité-là dans les bestiaux? Oui. Il a dû commencer avant la guerre de 14. Et il avait déjà des herbages à Bourneville. Non, mais il a gagné de l'argent à acheter des bêtes puis les vendre à Paris. Et puis il avait acheté cette ferme-là, puis celle de Routot. Votre père était toucheur de bœufs. Oui, mon grand-père. Votre grand-père. Oui, c'est comme ça que ça s'appelait. Il a commencé à amener des bêtes au marché de Rouen à pied. Puis il en a acheté, il les avait vendu, puis après, il est allé il y a eu la guerre, il était au régiment à Paris. Puis il avait vu qu'à Paris, il y avait un grand marché qui s'appelait le marché de la Villette, qu'on y vendait les bêtes défectueuses, qui étaient, on appelle ça des saucisses, et puis des taureaux. Alors que dans le coin là, c'était les carisseurs qui les prenaient. Alors lui, il s'était arrangé, il avait été voir comment ça se passait, puis il venait en permission, il achetait les bêtes par là. C'était ma grand-mère qui les embarquait avec un employé à Tutébert, et puis lui, il réceptionnait à Paris. Il les mettait, on appelait ça chez un commissionnaire, des gens qui étaient habilités à débarquer les bêtes, puis il les mettait sur le marché. Puis lui, il allait les vendre, puis il a gagné bien sa vie avec ça. À Rouen, c'était à pied. Par contre, pour aller à Paris, c'était par la voie de chemin de fer Oui. de Tutébert, à la gare de Tutébert. Mais moi, à Rouen, j'ai connu que d'y aller en camion. Oui. Et à Paris aussi, j'allais à Paris toutes les semaines vendre des bêtes à Paris avec mon camion. Donc à votre époque, il y avait le marché aux bestiaux de Rouen était important. Ah oui. Moi, j'ai été en vente à Paris, à Valenciennes, à Strasbourg, à Mulhouse et à Lyon. Je passais des nuits dans le train, aller à ces marchés-là. À Lyon, on les vendait aux Italiens, les bêtes. Et puis à Paris, on les vendait à des gens qui venaient du Nord. D'accord. Donc ça partait quand même assez loin. Ah oui, mais moi j'en ai fait des kilomètres de camion. Et puis de train. Et vos bêtes, vous les achetiez Dans le centre de la France, dans la Nièvre, dans la Nièvre. à côté de Clamecy. D'accord. J'ai même emmené des bêtes à Pont-de-Mer et puis à Rouen, à pied, avec un chien. Puis de la gare de Pont-de-Mer à Routot aussi, tout seul, avec un chien.
C'était quoi comme chien? Un gros chien noir et blanc, genre Saint-Bernard. Et il était adroit comme tout. Des fois, je ne le voyais pas, je me disais que c'est qu'il peut de partir. Il était à une barrière qui savait qu'elle était ouverte. Pour que les bêtes rentrent. C'était un chien de troupeau qui gardait bien les troupeaux. Oui, je l'avais acheté dans le Maine-et-Loire. Et donc vous me disiez que la race de vos bêtes, c'était des Nivernaises. Oui, Et des charolaises. Ah, des charolaises. C'est pareil. Ouais. Donc c'est vraiment une race à viande. Ah bah oui. Ah bah, j'en avais toujours 50 ou 60 dans les herbes. Puis j'allais les acheter avec mon camion dans la Nièvre, mais je connaissais beaucoup de cultivateurs là-bas. Mon père y allait aussi, il a commencé à y aller en 1928 quand je suis né. On allait des fois ensemble aux foires acheter des bêtes. Mais j'aimais bien les emmener parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Alors ils achetaient toutes les bêtes qui ne me convenaient pas. Moi j'achetais toutes les bonnes. C'est mon père qui m'a appris. Donc les foires que vous fréquentiez, c'était lesquelles? Celles de Bourrachard? Oh, j'allais à Bourrachard puis à Bourtroum, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Mais j'allais souvent dans le Maine-et-Loire, puis dans la Nièvre. Et est-ce qu'il y avait d'autres éleveurs de porcs ou de moutons dans cette région? Oui, si. Oui. Bah, à Étreville, il y avait une grande porcherie. Mais moi, j'en ai élevé des porcs, mais j'en avais 5-6 dans un parc. Puis j'ai vendu quand il était grand, mais c'est acheté tout petit. J'en ai jamais fait un gros commerce. C'est-à-dire, j'en ai acheté, mais j'ai remonté aussitôt. Je travaillais avec un cousin qui était marchand de bestiaux, puis j'étais à la commission. À l'époque, j'avais 500 francs anciens par cochon. Moi, j'ai gagné de l'argent quand même. Et vous aviez combien de bêtes à peu près dans votre... à chaque fois? J'avais 80. Ben, j'avais une ferme. J'ai acheté une ferme en viager à Cormeilles, à côté de la ferme de mes beaux-parents, des parents de ma femme. Et donc cette ferme à Cormeilles, elle vous permettait de mettre des bestiaux là-bas aussi? Oui, mais il y avait des défauts, les bêtes ils pissaient le sang là-bas. Ah, Ça arrivait, c'était pas tout le temps, mais ça arrivait. elles étaient pas si bien qu'ici. Ah ben non, Et pourquoi? le terrain, trop de cailloux. Alors, est-ce que les herbages du coin, là, ils avaient une qualité particulière pour l'engraissement des bestiaux? Ah oui, Qu'est-ce qui faisait la qualité? ben, l'herbe et puis le terrain étaient propices. Moi j'achetais des bêtes dans le Maine-et-Loire qui étaient vraiment maigres, mais qui étaient bien portantes tout en étant maigres. Puis je les mettais à l'herbe là. Et ceux à qui je les avais achetés, les marchands avec qui je travaillais, ils venaient me voir des fois. Je les emmenais voir les bêtes, ils ne les reconnaissaient pas. Tellement qu'elles avaient changé. Donc c'était vraiment une région pour l'engraissement des bestiaux. Oui, mais là aussi, mais à Routot aussi. Puis à Bourgoin, on avait des herbages. On avait toujours 40 bêtes à Bourgoin. Toute cette région du Roumois, en fait. Ah ben oui, la région du Roumois. C'était connu pour ça. Oui, mais enfin, il fallait que ce soit bien fait. Il fallait mettre les bêtes en temps, puis les ressortir en temps. Enfin, c'était un métier. Et en plus de l'herbe, est-ce que vous apportiez du fourrage, une nourriture autre? On leur donnait du fourrage l'hiver, mais l'hiver, on n'en avait pas. Moi, j'en avais pas. Je commençais à en acheter début février. Je mettais à l'herbe au 15 ou 1 mars. Mais j'en achetais pas mal, j'y allais en voiture, puis les gens ils me connaissaient, ils disaient, vous savez, je ne vais pas les prendre avant 15 jours. Pendant ce temps-là, je n'avais pas besoin de les nourrir. Et cette maison-là, vous connaissez un peu son histoire? Ah non. Parce que c'est étonnant, sa petite colonnade là sur le devant. Oui, puis par là aussi. Et on trouve pas ça souvent sur Non, les maisons du non, coin? tout le monde est étonné quand il voit ça.
Bah, c'est mon grand-père qui l'avait acheté la maison, puis après il a acheté les herbages. Ah oui. Donc votre grand-père Auguste. Oui. Et du coup, comme vous vendiez à Rouen ou à Paris, vous n'étiez pas en relation avec des bouchers du coin? Non. Bon, en général, il était un mauvais payeur. Et les abattoirs non plus? Parce qu'autrefois, il y avait pas mal de petites tueries d'animaux, de petits Oui, abattoirs. mais après, c'était fini. Ça s'est terminé quand, ça Ça se faisait plus à votre époque déjà de tuer dans le... Oh, ça s'est fermé dans les années 50. Après, il y a eu des règles plus strictes peut-être Oui, pour ben après, l'abattage. c'était... Il fallait qu'il aille dans un abattoir agréé, puis tout. Mais votre père, peut-être, il vendait peut-être plus directement à des abattoirs locaux? Oui. Moi, je vendais surtout des bêtes sur les marchés, puis j'en vendais toutes mes bêtes de production d'ici. Je les portais à Paris. J'avais 2 amis fuyères à qui j'en vendais. Et après, quand ils ont arrêté, parce qu'ils ont été arrangés, tous ces gens-là, la Villette, ça a été supprimé. Moi, j'ai vu la construction des Vouvries. C'était une construction formidable. Ça a duré 2 ans. C'est de l'argent gâché, c'est incroyable. D'abord, ils les ont redémontés après. Ça n'a presque pas servi. Oh, c'est du nom de voix. Il y en a de gâchés en France. C'est incroyable. C'est sûr. Il y avait des gars qui venaient travailler à la Villette avec un camion. Ils passaient 7-8 fois dans la journée à la bascule avec le même chargement. Ils se faisaient payer 7-8 fois. C'est une honte qu'il y a eu. Parce qu'il n'y avait pas assez de contrôle. Ben non. Mais moi, je voyais bien ces camions-là, puis un jour, je vois un chauffeur, je lui dis comment ça se fait? Il me dit cherche pas à comprendre. Ben, j'ai compris. C'est incroyable. Ah oui. Du coup, vous Et à la fin, j'allais les vendre dans le Maine-et-Loire, à Cholet. à Cholet. Cholet, Clisson, le pays du muscadet. Oh, j'en ai ramené du muscadet. Oui, c'est joli, hein, cette région-là. On sent qu'on change vraiment de région. Ah, puis je sais plus d'où. Il n'y a plus d'ardoise, on retrouve plutôt la tuile. C'est que de la tuile. On commençait à sentir la chaleur après Le Mans. La douceur angevine. Comment? La douceur angevine. Oui. Ah ben, une fois qu'on avait passé la Loire, on était bien. Et vous restiez plusieurs jours quand c'était comme ça? Oh, je partais à 2 h du matin. Puis je revenais le lendemain. Et vous dormiez chez des gens de connaissance? Ah, je couchais à l'hôtel à Clisson, entre Nantes et Angers. Il y a un château là-bas. À Clisson, il y a un château. Oui, oui, oui. Et vous savez ce qui était fait une fois que la viande était découpée, qu'est-ce qu'il advenait des carcasses, de la peau, des cornes, des bêtes? On en faisait quelque chose ou ça partait Les bêtes, on les vendait sur les marchés là-bas. Oui, mais après, la peau, qu'est-ce qu'on faisait de la peau, des Ah ben cornes? c'est les bouchers en gros qui s'en occupaient. Et vous savez ce qu'ils en faisaient? Mais ils vendaient pour faire des chaussures, et puis ils vendaient les cuirs. Les cuirs avaient de la valeur. Oh, j'ai vendu des bêtes à des gens de Bordeaux, tout ça. Ils aimaient bien la viande grasse. Alors quand j'avais des bêtes qui étaient trop grasses, les bouchers habituels n'en voulaient pas. Mais je connaissais un gars de Bordeaux, il en achetait toujours. Alors quand j'arrivais au marché de Clisson, je disais tiens, j'ai 2-3 vaches pour toi. Puis je les vendais. C'est pas moi qui les vendais, c'est ce qu'on appelle un commissionnaire. C'était un homme qui était responsable de la vente et puis de la finance. Du paiement. Oui, oui. Alors qu'est-ce qui fait les qualités bouchères d'une charolaise par exemple? Bah, elle n'est pas trop grasse,
Puis elle a beaucoup de rendement en viande. Ah ben j'en ai acheté des vaches blanches. Est-ce que vous avez déjà participé à des concours comme maintenant, bon c'est tout petit, mais comme il y a eu à Routot là, vous avez participé à des concours Bah, les 15 dernières années de ma carrière, j'ai été souvent appelé comme membre du jury dans les concours. À Rouen, à Forget-d'Eau, à Bourtroude, à Brionne, à Quillebeuf. Oui, j'ai été souvent. On était bien reçus en général. Mais vous-même en tant qu'éleveur, enfin en tant qu'herbager, vous n'avez pas participé à des concours? Oui, à Quillebeuf un peu. Vous avez déjà eu une récompense pour Ah vos oui, bêtes? j'ai eu des papiers, mais on les remarquait, ils les a pas retrouvés. Cette appellation toucheur de bœuf, c'est rigolo quand même, je trouve. Oui, oui. C'est parce qu'on palpait la Non, peau? non, toucheur de bœuf, c'était pour les mener, ils les emmenaient de chez nous à Rouen à pied. Alors c'était plus pour le fait de guider, comme comme un berger un peu. C'est comme un berger, exactement. C'est l'équivalent du berger pour les bœufs. Oui, oui. Mais moi, j'en ai mené, quand j'étais chez mon père, j'en ai fait des kilomètres à pied. Parce que au comice, là, enfin au marché fleuri de Routot, j'ai vu les membres du jury, ils tiraient comme ça sur la peau à l'arrière. Voir la finesse de la viande. Ça, c'est pour voir la finesse de la viande. Oui, mais ça n'a rien à voir avec toucheur de bœuf. Ah non. Ça, c'est plus un geste d'expertise oui. pour juger. Bah, c'est les membres du jury qui évaluent la valeur. Donc vous en avez fait partie? Oh, j'en ai fait, je sais plus moi, peut-être une trentaine de jurys. Et c'est facile à déterminer? Oui. Vous voyez bien la différence de qualité? Bah oui. Bah, j'allais à Paris toutes les semaines, et puis les gens avec qui je travaillais, je restais avec eux, parce qu'ils faisaient de la viande fine, de la bonne viande. J'ai appris à connaître, à améliorer mes connaissances. Ce que vous aviez appris avec votre père, vous avez continué à enrichir? Et ça s'est amélioré quand j'ai fréquenté tous ces marchés-là. Que votre père, il n'allait pas à Paris du tout? Ah oui. Si, et déjà? On avait un camion, puis avec mon frère, on portait des bêtes. On téléphonait, savoir combien il y avait. C'était lundi le marché à Paris. On téléphonait le dimanche. Il nous disait approximativement combien il va y avoir de bêtes. Et puis mon père, il nous mettait un camion de bêtes à emmener à Paris. Et puis en arrivant à Paris, s'il n'y en avait pas pour moi, on revenait, on reprenait un camion, on passait la nuit là-haut. Vous en mettiez combien dans un camion? On en mettait une dizaine. Et à Paris, il y avait combien de bêtes qui se retrouvaient comme ça? Entre 5 000 et 8 000. Il y avait tout. Il y avait des gens du Midi, il y avait des gens de partout. Les gens des quatre coins de la France? Du Nord, de Bretagne, pas mal de Juifs de l'Est qui venaient acheter des bêtes. Donc c'était des bouchers ou des gens qui... C'est des gens qui revendaient à des bouchers dans leur province. Donc c'était des acheteurs, des gens, des intermédiaires. Oui, ça. Ben, j'allais des fois porter des bêtes en Seine-Maritime. Dans le Pays de Caux? À Beuzeville-à-la-Grenier. Puis à côté de Fourville, à Foucard. Et là, c'était aussi des intermédiaires qui vous les achetaient ou... Des marchands. Ils les revendaient, quand c'était des vaches à lait, ils les revendaient aux laitiers du Havre, qui étaient à proximité du Havre et qui vendaient du lait au détail. Oh ben, j'y allais souvent, puis j'étais bien avec eux. Oh ben, ils faisaient beaucoup d'affaires, mais ça s'est mal terminé, mais enfin, moi, j'ai rien perdu. Je me méfiais tout le temps, parce que vous savez, celui qui en fait trop des fois, mais il était fort, il connaissait bien les bêtes.
Un jour, toutes ces bêtes qu'il achetait, aussi bien dans l'Orne, ou Maine-et-Loire ou dans la Nièvre, il faisait tout venir par le train. Alors un jour, il était à Paris. Il connaissait très bien le directeur des transports de l'Ouest de la SNCF. Il s'appelait, je ne me rappelle plus, le directeur de l'Ouest, il s'appelait M. Maupas. Il dit, Monsieur Maupas, je vous paye à manger à Paris. Un lundi, il avait été vendre des bêtes à Paris. Alors il avait été manger avec lui. Puis d'un seul coup, il regarde. Oh, mais l'heure du train est passée. Alors, celui qui s'occupait de la SNCF, il dit, il y en a encore un à telle heure. Mais oui, mais il ne s'arrête pas là, il fait Paris-Rouen le Havre. Ah ben, il était au culot. Il a dit, vous le faites arrêter à Foucart, il habitait juste en face de la gare. Alors il dit, c'est pas possible. Mais il dit, je ne remettrai jamais de bête dans le train. Il dit, bon, allez, on va les faire arrêter. Si bien que le train, il a arrêté à Foucart, qui était une petite gare, il a descendu, il est rentré chez lui. Incroyable. Ah ben oui, ah mais il était fort. Il a... Enfin, oui, ben, je m'ai fait perdre d'argent. Mais il était malin. Un jour, il avait acheté des bêtes à Bordeaux. Puis il était maire du pays, là, à côté de Fauville. Et puis, il se rappelle d'un seul coup qu'il fallait qu'il soit le lendemain chez lui parce qu'il avait un mariage en tant que maire. Un mariage à célébrer. Oui, il fallait qu'il soit. Ah ben comment que je vais faire? Il voit un taxi, il lui dit, peux-tu me porter à Poitiers? Oh, il dit, ça fait un bout. Eh oui, je veux vous porter à Poitiers. Puis arrivé à Poitiers, il a dit, porte-moi à Tours. Ah ben il a dit non, il a sorti assez d'argent, le gars il a continué, puis il a fait venir jusque chez lui. Ah ben il avait des tours, mais c'était un homme correct. Oh, le chauffeur de taxi, pareil, il était content quand même parce qu'il avait fait une bonne journée. Ah, il s'appelait comment ce monsieur? À Foucart, il s'appelait Maupas. Monsieur Maupas. Oui. D'accord. Ah ben il était connu dans le coin. C'était un ami à mon grand-père puis à mon père. Il était marchand de bestiaux. Comment? Il était marchand de bestiaux. Tous marchands de bestiaux. Dans les collections du parc, on a un papier à en-tête de votre entreprise, en fait, où c'est marqué Pierre Chéron, marchand de bestiaux, herbager à Bourneville. Oui, c'est ça. Vous avez dû le donner au parc à un moment donné, sans doute. J'en ai connu des gens du parc. Ah ben, j'ai connu pas mal de monde dans ma vie. De toutes les sortes, j'ai vendu des bêtes à des Belges, j'en ai vendu à des Suisses, j'en ai vendu à des Italiens. C'est du temps de mon père, ça. On était trois frères, mais mon père, il voulait toujours c'est moi qui s'occupe du commerce. Alors on embarquait des bêtes à Tuitébert, et ça doit, je ne sais pas si ça existe encore, on avait le droit à un bulletin d'accompagnement. Mais on ne les accompagnait pas, on gardait le ticket, puis ils servaient 2 jours après. Alors on appelait ça un permis, c'était un espèce de machin rose. Vous alliez au guichet, vous passiez, si bien que j'allais à Rouen puis à Strasbourg, sans payer. C'était compris dans le prix du transport. Ça veut dire que les bêtes partaient d'abord? Oui, puis moi je partais 2 jours après, avec mon permis, puis je voyageais gratuitement, en 3e. Et si on allait en seconde, il fallait payer un supplément. Puis à Paris, je prenais un supplément pour voir une couchette, pour aller à Lyon ou à Strasbourg. Parce que c'est pas tout, il faut dormir un peu. Vous avez vu pas mal de pays alors? À Strasbourg, je prenais l'Orient Express. Il y avait des gens de toutes les nations là-dedans.
C'est mythique comme train. Comment? C'est un train mythique. Ah oui, oui. Mais mon père, enfin, il menait bien son affaire. À cette époque-là, moi, je prenais l'Orient Express avec 2 millions sur moi. Puis les gens avec qui je travaillais à Strasbourg, ils m'ont dit, vous savez, monsieur Chéant, vous allez vous faire repérer dans l'Orient Express, puis un jour, il va y avoir un coup de vent. Alors, j'ai dit ça à mon père, il me dit, bon, ben allez, il fera des virements. Ah ben, vous ne voyez pas, je dormais sur le million. Et quand j'allais dans l'année, au début, j'étais marié, j'y allais avec du liquide. On traversait des bois, tout ça. Vous preniez des risques un petit peu? Ben oui. Ah ben à la fin, je ne voulais plus. Parce qu'il y avait des gens qui avaient eu des histoires. Ah ben, j'ai vécu l'époque, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça, l'époque des billets de 5000. Non. Ah non, moi je suis née après les... Ben, les billets de 5000 je sais pas, en 47, 8, il fallait les rendre, celui qu'on avait. Et puis après, ils vous imposaient. Mais nous, on en avait pas mal. Mais on ne le savait pas. Mais on avait acheté des bêtes avec mon père dans le Limousin. On avait tout payé en billets de 5000. Alors comme ça, on était débarrassé de nos billets, mais on ne savait pas. Oui, c'était pas par malhonnêteté. Ah ben c'était non, vraiment... non, c'est parce que c'était la vie courante. Alors on avait acheté un wagon de bêtes. Les bêtes arrivent à Rouen au marché pour le mardi. Mais les marchands qui mettaient des bêtes d'habitude, ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient pas mis de bêtes, il y avait 28 bêtes au marché, alors que d'habitude, il y en avait 6 ou 700. Il y avait 28 bêtes, nous on en avait 16. Vous faisiez... Alors les bouchers, ils couraient tous après moi pour avoir une bête. J'ai dit, écoutez, on va aller au café, puis je vais marquer ça. Je mettais du surplus, il me dit bon, ça va. Mon père, il me disait, tu es au culot parce que c'est quand même des bons gars. Je lui dis oui, mais quand ils peuvent nous opérer, ils essayent bien aussi. Il dit pour une fois que c'est à nous de jouer. Les affaires, ça se réglait souvent au café? Bah oui, au marché d'Ormont, il y avait 3-4 cafés, restaurants. C'était où à Rouen exactement, la place de marché? Bah c'est du côté... un peu plus loin que la clinique Mathilde. Ben, il y avait le marché, puis les abattoirs à côté. Ah ben, on y allait tous les mardis. Pas de route, il y avait 40 km.